Le 28 juin 2025, NPR publiait un titre qui allait ébranler l'Europe. L'Allemagne projette de constituer la plus grande armée d'Europe. 650 milliards d'euros sur 5 ans, le plus grand programme de réarmement depuis des générations. Politico écrivait en octobre 2025, 377 milliards rien que pour la Bundeswehr. Fortune Europe rapportait que Rheinmetall s'attendait à une augmentation de 450% de ses commandes. Le monde se demande alors, le retour de la suprématie militaire allemande est-il imminent? Mais cette question n'est pas nouvelle. Il fut un temps où un seul homme allemand accomplit un exploit si dominant que les forces aériennes alliées classifièrent son dossier pendant 40 ans. Un exploit qui, 80 ans plus tard, reste inégalé, un exploit qui démontre ce qui arrive quand la précision, l'entraînement et la technologie allemande se rencontrent. Son nom était Erich Hartmann. 352 victoires aériennes confirmées. Ce ne sont pas des chiffres de propagande, ce sont des chiffres vérifiés par les Alliés après la guerre. Le meilleur pilote américain, Richard Bong, avait 40 victoires. Le meilleur pilote britannique, Marmaduke Patel, en avait 38. Hartmann en avait presque 10 fois plus. Et voici la question que le Pentagone a refusé de répondre pendant 40 ans. Comment? Imaginez, vous êtes un officier du renseignement allié en 1944. Vous êtes assis dans votre bureau, quelque part, en Angleterre ou en Russie, et vous recevez des rapports du front de l'Est, des rapports concernant un pilote allemand avec une mort noire peinte sur son Messerschmitt Bf 109. Les rapports sont impossibles. 150 victoires, puis 200, puis 250. Vous pensez que ce doit être de la propagande. Les nazis exagèrent toujours. Mais ensuite, les confirmations arrivent, des régiments soviétiques qui comptabilisent leurs propres pertes, des débris d'avions avec des numéros de série, des témoignages de pilotes soviétiques survivants après leur capture. L'homme est réel. Les chiffres sont réels, et personne ne comprend comment c'est possible. Le 19 août 1943, au sud-ouest de Sytchevka, Erich Hartmann abat 7 avions soviétiques en une seule mission, 7 en un seul vol. La 16e armée de l'air soviétique perd presque une escadrille entière à cause d'un seul pilote ce jour-là, le commandant soviétique. Le général-major Rudenko écrit dans son rapport « Les pilotes de chasse allemands font preuve d'une efficacité exceptionnelle, recommandent des ajustements tactiques. » Immédiat, mais quel était son secret? Était-ce son avion? Le Messerschmitt Bf 109 était bon, mais pas d'une supériorité écrasante. Les Yak-3 et l'A-5 soviétiques étaient égaux à bien des égards, parfois même meilleurs. Était-ce son entraînement? En partie, les pilotes de chasse allemands s'entraînaient plus longtemps, mais cela n'explique pas l'ampleur de sa domination. La réponse réside dans quelque chose que les Alliés n'ont pleinement compris qu'après la guerre, quelque chose que le US Army War College a résumé en 1948 dans un rapport qui n'a été déclassifié qu'en 1985. La doctrine de la Luftwaffe allemande met l'accent sur l'initiative individuelle, la flexibilité situationnelle et l'efficacité implacable. Contrairement aux pilotes alliés qui volaient en formation rigide, les As allemands opéraient avec une liberté qui permettait l'improvisation tactique. La tactique personnelle d'Hartmann était d'une simplicité brutale. Il l'appelait voir, décider, attaquer, rompre. Pas de manœuvre complexe, pas de voltige. Il repérait sa cible, s'approchait le plus possible, 50 mètres parfois, et tirait une courte rafale, précise, puis s'éloignait. Ne jamais s'engager dans un combat rapproché. Ne jamais augmenter le risque. Conservation de l'énergie, efficacité. Les pilotes soviétiques avaient un surnom pour lui. Ils l'appelaient le faucheur noir, à cause de la mort noire peinte sur son appareil. Les commandants de l'armée de l'air soviétique donnaient des ordres.
Interne, évitez le pilote avec la mort noire. Si possible, repliez-vous. Ce n'était pas une tactique lâche, c'était du pragmatisme. On n'envoie pas des pilotes inexpérimentés contre le meilleur chasseur du monde. Pensez à l'impact psychologique. Imaginez, vous êtes un jeune pilote soviétique de 19 ans. Vous avez 30 heures de vol. Vous montez dans votre Yak 1. Quelqu'un vous dit « Aujourd'hui, nous volons au-dessus de Kharkov ». Et puis quelqu'un ajoute « Le faucheur noir est là-bas. Vos mains ?» Et commencent à trembler avant même de décoller. En mai 1944, Hartmann atteint 200 victoires. Il avait 22 ans. La plupart des pilotes alliés avec 40 victoires étaient des vétérans, à la fin de la vingtaine ou au début de la trentaine, avec des années d'expérience au combat. Hartmann avait atteint les 200 en 2 ans. L'USAF a produit une analyse interne, le rapport, déclassifié par le Pentagone seulement en 1997, contenait un passage remarquable, la concentration des victoires aériennes. Entre les mains de pilotes allemands individuels suggère un problème systémique dans les méthodes d'entraînement et de doctrine alliées. Problème systémique. Le Pentagone admettait que le problème n'était pas les compétences individuelles, c'était le système. En juin 1944, les Soviétiques ont introduit un nouveau protocole si des assaillements étaient identifiés. Des formations numériquement supérieures devaient les intercepter. 3 contre 1, 5 contre 1, submergés par la masse. Le 24 juin 1944, Hartmann fut attaqué par 4 Yak-9 soviétiques. Il en abattit 3. Le 4e s'enfuit. La doctrine soviétique ne fonctionnait pas. Et voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. Hartmann a été abattu ou a dû effectuer un atterrissage forcé 16 fois. 16 fois, mais jamais par le feu ennemi lors d'un combat aérien. C'était toujours la flaque, une panne de moteur ou un manque de carburant. Aucun pilote allié n'a jamais réussi à l'abattre en combat aérien, pas un seul en 404 missions et 825 combats aériens. 0 défaite en combat aérien direct. L'armée de l'air américaine avait entendu parler de lui. Il connaissait son histoire sur le front de l'Est. Et il se posait une question. Que se passerait-il s'il volait contre nous ? L'USAF a effectué des simulations en 1944. Ils ont pris leurs meilleurs pilotes, les as du P-51 Mustang, et les ont fait voler contre des tactiques imitant le style d'Hartmann. Les résultats ont été classifiés. Mais un détail a filtré en 1988, lorsqu'un colonel de l'USIAF à la retraite, James Howard, a déclaré dans une interview au Smithsonian « Nous avions peur que les Allemands ne transfèrent des gens comme Hartmann vers l'Ouest. Nos simulations ont montré que nos tactiques d'escorte standard seraient inefficaces contre sa méthode. Peur. C'est le mot qu'un colonel américain a utilisé. Peur d'un seul pilote. En août 1944, Hartmann atteint 250 victoires. L'armée de l'air soviétique avait un problème. Ils ont mis sa tête. A pris 10 000 roubles, une somme énorme à l'époque. Tout pilote soviétique qui abattrait Hartmann serait immédiatement déclaré héros de l'Union soviétique. Recevrait un appartement à Moscou et une pension à vie. L'offre est restée valable jusqu'à la fin de la guerre. Personne ne l'a jamais encaissée. Imaginez ça. Toute une Luftwaffe. Des millions de soldats, des milliers de pilotes mettent à prix la tête d'un seul homme, et personne ne réussit à empocher la récompense. Ce n'est pas seulement de la supériorité militaire, c'est de la domination. Le 24 août 1944, Erich Hartmann remporte sa 301e victoire aérienne. Il surpasse alors le détenteur du record mondial, son propre camarade, Gerhard Barkhorn. Il est désormais officiellement le pilote de chasse le plus performant de l'histoire. Il a 22 ans. Les Soviétiques augmentent la prime sur sa tête à 20 000 roubles. Cela ne change rien. C'est ici que ça devient intéressant. Après la guerre, en 1945,
Les Américains capturent Erich Hartmann. L'USAF souhaite l'interroger en détail. Ils veulent comprendre comment il a fait. Ils veulent étudier ses tactiques. Mais les Soviétiques le réclament, conformément aux accords de Yalta. Les Américains le livrent. Et les Soviétiques l'enferment en prison pendant 10 ans. Mais avant sa remise, l'USAF réalise un débriefing de 4 jours. Le compte-rendu de ce débriefing est resté classifié jusqu'en 1985. Pourquoi? Qu'y avait-il dans ce compte-rendu qui devait rester secret pendant 40 ans? J'en ai lu des extraits. Le document est maintenant disponible aux archives nationales. Et voici l'essentiel. Erich Hartmann a déclaré aux officiers américains que le facteur décisif n'était pas l'avion. Ce n'était même pas la compétence individuelle. C'était la doctrine. C'était l'Auftragstaktik. La tactique de mission. C'était le fait que les pilotes allemands avaient appris à prendre l'initiative, à interpréter les ordres et à agir en fonction de la situation, tandis que les pilotes alliés attendaient des ordres stricts et volaient en formation rigide. Un major américain, dont le nom est censuré dans le compte-rendu, demande à Erich Hartmann: les pilotes américains pourraient-ils obtenir les mêmes résultats s'ils étaient entraînés selon les méthodes allemandes? La réponse d'Erich Hartmann: oui, mais vous devriez changer tout votre système de formation. Vous devriez apprendre à vos pilotes à penser par eux-mêmes, pas à obéir aux ordres. C'était en 1945. L'US Army Air Corps n'a rien changé. Pas immédiatement, mais en 1982, près de 40 ans plus tard. L'US Air Force a mis en place un nouveau programme de formation. Il s'appelait Red Flag. Il mettait l'accent précisément sur ce qu'Erich Hartmann avait décrit: l'initiative, la flexibilité, la conscience de la situation. Aujourd'hui, Red Flag est la référence absolue en matière de formation au combat aérien dans le monde entier. L'ironie: il a fallu 40 ans à l'US Air Force pour adopter ce qu'un pilote allemand de 22 ans leur avait dit en 1945. Mais revenons à 1944, au moment où le record d'Erich Hartmann dépasse les 300. L'aviation soviétique change à nouveau de tactique. Ils mettent en place ce qu'ils appellent la chasse libre. De petits groupes de pilotes d'élite opérant sans formation rigide, ils étaient censés chasser les as allemands. C'était une copie directe des tactiques allemandes. Ils copiaient les méthodes de l'ennemi, parce que les leurs ne fonctionnaient pas. Le 17 octobre 1944, Erich Hartmann effectue sa dernière mission sur le front de l'Est avant que son unité ne soit transférée à l'Ouest. Ce jour-là, il abat 4 Il-2 Sturmovix. L'Il-2 était l'avion de combat le plus produit de l'histoire. Plus de 36 000 exemplaires ont été construits. Les Soviétiques l'appelaient le char volant. Il avait un blindage de 12 mm. Les pilotes allemands l'appelaient le bétonneur. Il était presque impossible à abattre. Erich Hartmann en abat 4 en une seule journée. Les unités terrestres soviétiques, qui observent les crashs, ne savent pas qui est le pilote allemand. Mais ils savent que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Un rapport d'infanterie soviétique de ce jour-là, déclassifié des archives soviétiques en 1992, indique: les avions de chasse allemands font preuve d'une précision sans précédent. Recommander une défense aérienne renforcée. Pensez à ce mot, sans précédent. C'était en octobre 1944. Les Soviétiques étaient en guerre contre la Luftwaffe depuis plus de 3 ans à ce moment-là. Et ils utilisaient encore des mots comme « sans précédent » lorsque l'unité d'Erich Hartmann, la Jagdgeschwader 52, est transférée à l'Ouest en novembre 1944. La 8e armée de l'air soviétique pousse un soupir de soulagement. Littéralement. Il existe un message radio soviétique déclassifié du 19 novembre 1944 qui dit « JG-52 retiré du secteur. Toutes les unités peuvent reprendre leurs opérations normales. » Opération normale? La présence d'Erich Hartmann et de son unité avait été si dominante
que les Soviétiques considéraient leurs opérations comme anormales tant qu'il était là, à l'ouest. Le séjour d'Erich Hartmann ne dure pas longtemps. La guerre touche à sa fin. La Luftwaffe n'a plus de carburant. Mais même pendant les derniers mois de la guerre, il ajoute 8 avions américains et britanniques à son palmarès. Sa dernière victoire a lieu le 8 mai 1945. Un Yak-9 soviétique. La guerre se termine le même jour. Record final, 352 victoires aériennes confirmées, 825 combats aériens, 1404 missions, 0 défaite en combat aérien direct. Mais voici la question qui préoccupe encore aujourd'hui les historiens militaires. Erich Hartmann n'était pas le seul pilote allemand avec des chiffres absurdes. Gerhard Barkhorn avait 301 victoires, Günther Rall 275, Otto Kittel 267. Au total, 15 pilotes allemands avaient plus de 200 victoires. Comparez cela aux Alliés. Les chiffres les plus élevés étaient de 40, 38, 35. La différence n'est pas seulement importante, elle est absurde. Le Pentagone a commandé une étude après la guerre. Ils l'ont appelé le projet d'efficacité militaire allemande. Il a commencé en 1948 et s'est poursuivi jusqu'en 1985. Des milliers d'entretiens avec des officiers allemands, des dizaines de milliers de pages d'analyse. L'objectif, comprendre pourquoi les forces allemandes étaient, homme par homme, beaucoup plus efficaces que les forces alliées. L'étude a abouti à plusieurs conclusions. L'une d'elles, spécifique à la Luftwaffe, était la suivante. La doctrine de la Luftwaffe allemande a créé des pilotes qui n'étaient pas seulement compétents sur le plan technique, mais aussi créatifs sur le plan tactique. Ils étaient entraînés à accomplir des missions, pas à obéir à des ordres. Cette distinction philosophique a conduit à une supériorité opérationnelle au niveau individuel. Accomplir des missions, pas obéir à des ordres. C'est l'Auftragstaktik, la tactique de mission. Et c'était le cœur du succès d'Erich Hartmann. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui intéressait particulièrement les Américains. Les Allemands avaient une culture du mentorat. Des as expérimentés volaient avec de nouveaux pilotes. Ils leur apprenaient. Erich Hartmann lui-même a été formé par un as nommé Edmund Rossmann. Rossmann lui a enseigné les principes fondamentaux, la patience, la précision, la gestion de l'énergie. Erich Hartmann les a perfectionnés, puis les a enseignés à ses propres ailiers. L'USAF n'avait pas de système comparable. Les nouveaux pilotes étaient jetés dans des unités et devaient apprendre par eux-mêmes. Le taux de survie lors des 10 premières missions était terriblement bas. Les Allemands perdaient aussi des pilotes, mais leur taux de survie chez les nouveaux pilotes était significativement plus élevé, parce qu'ils volaient avec des vétérans qui les protégeaient et les enseignaient. Le Pentagone n'a pas adopté cette méthode immédiatement. Mais en 1965, durant la guerre du Vietnam, l'US Air Force a mis en place le programme Robin Olds. Des pilotes expérimentés volaient avec de nouvelles recrues. Ils les formaient, les protégeaient. L'idée venait directement de la Luftwaffe d'Erich Hartmann. Aujourd'hui, près de 80 ans plus tard, en juin 2025, l'Allemagne annonce le plus grand réarmement militaire depuis la Seconde Guerre mondiale. 650 milliards d'euros. Rheinmetall, l'entreprise d'armement allemande, prévoit 300 milliards d'euros de commandes. La Bundeswehr prévoit de passer de 180 000 à 300 000 soldats. Et la question posée en 1944 est de nouveau soulevée en 2025. Si l'Allemagne a les ressources, la technologie et la doctrine, que va-t-il se passer? Mais avant de répondre à cette question, nous devons comprendre ce qui se trouvait vraiment dans le dossier d'Hartmann, ce que les Alliés ont découvert après la guerre, et pourquoi il était si inquiétant qu'ils l'aient classifié pendant 4 décennies. Lorsque les Américains ont conquis les archives de la Luftwaffe allemande en 1945, ils ont trouvé quelque chose d'extraordinaire.
des enregistrements détaillés de chaque mission, de chaque victoire, de chaque erreur tactique. Les Allemands documentaient tout. Et dans le dossier d'Hartmann, il y avait quelque chose qui a choqué les analystes américains. Sur ces 352 victoires, 260 concernaient des chasseurs monomoteurs. Cela signifie qu'ils ne combattaient pas des bombardiers lents ou des avions de transport. Ils combattaient d'autres chasseurs, des pilotes entraînés à se battre, et il a gagné 260 fois sans subir de défaite. Les statistiques sont devenues encore plus troublantes lorsque les analystes américains ont examiné la répartition temporelle. Les 50 premières victoires d'Hartmann ont pris 18 mois. Les 50 suivantes ont pris 6 mois. Les 50 d'après ont pris 4 mois. Non seulement il s'améliorait, mais il devenait exponentiellement plus mortel. Un analyste de l'US Air Force, le major Robert Williams, a écrit dans une note interne en 1946, qui n'a été déclassifiée qu'en 1989. La courbe d'apprentissage d'Hartmann suggère un système de formation qui privilégie l'amélioration continue par rapport à la standardisation rigide. Nos pilotes atteignent un plateau et y restent. Les pilotes allemands s'améliorent continuellement. C'est un problème fondamental de notre doctrine. Problème fondamental. Encore ce mot, mais il y avait autre chose dans le dossier, quelque chose qui inquiétait particulièrement les Américains. Hartmann tenait un journal, pas officiellement, personnellement. Après la guerre, l'USAAF a trouvé des copies de certaines entrées dans les archives du JG-52. Une entrée du 7 juillet 1944, après sa 250e victoire, disait « Aujourd'hui, j'ai abattu un pilote soviétique qui était bon. » Vraiment bon. Il savait ce qu'il faisait, mais il suivait un schéma. Tous les pilotes alliés suivent des schémas. Ils sont entraînés à exécuter des manœuvres. Je suis entraîné à gagner. C'est ça la différence. Entraîné à gagner, pas à exécuter des manœuvres. C'était le cœur philosophique de la doctrine de la Luftwaffe allemande. Et ça fonctionnait. Les Américains ont également trouvé des documents soviétiques. Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, les archives ont été ouvertes. Des historiens russes ont découvert des détails fascinants. Un rapport soviétique d'août 1944, écrit par un commissaire politique de la 8e armée aérienne, décrivait l'impact psychologique des as allemands. Nos pilotes montrent une hésitation croissante au décollage lorsque des rapports font état d'experts allemands dans la région. Ceci est inacceptable et doit être corrigé par l'éducation politique. Éducation politique. Les Soviétiques essayaient de combattre la peur d'Hartmann par la propagande, ça n'a pas marché. On ne peut pas désendoctriner la peur si elle est basée sur des expériences réelles. Il y a même eu des rapports de pilotes soviétiques qui ont déserté. Un lieutenant soviétique nommé Mikhail Deviatayev s'est enfui en 1945 avec un avion volé. Lors de son débriefing par des officiers soviétiques, il a mentionné Hartmann. Il a dit « Nous savions quand il était en l'air ». Les communications radio changeaient, les commandants devenaient nerveux. Parfois, ils annulaient des missions simplement parce que des rumeurs disaient qu'il était dans le secteur. Un seul homme a changé toute notre planification opérationnelle. Un homme a changé la planification opérationnelle de toute une armée de l'air. Les Américains ont étudié ça. Ils voulaient comprendre comment un seul soldat pouvait avoir autant d'influence stratégique. Et ils sont arrivés à une conclusion inquiétante. Ce n'était pas à cause d'Hartmann, c'était à cause du système qui avait produit Hartmann. La Luftwaffe avait créé un système qui produisait des individus exceptionnels et maximisait ensuite leurs capacités. L'USAF avait le contraire. Elle avait un système qui produisait des pilotes moyens et les maintenait standardisés. La sécurité par la conformité. Le problème, dans un combat aérien, ce n'est pas la conformité qui gagne. C'est la supériorité. En 1947, l'US Army War College a mené une étude. Ils l'ont appelée « Analyse comparative des performances des pilotes de chasse de la Luftwaffe et de l'USAF ».
L'étude est restée classifiée jusqu'en 1985. Je l'ai lue. Elle est maintenant accessible au public. La conclusion à la page 437 est accablante. Dans une comparaison directe homme contre homme, le pilote de chasse allemand moyen était supérieur au pilote de chasse américain moyen dans presque toutes les mesures. Ce n'est pas dû à des facteurs technologiques, c'est une défaillance du système. Le Pentagone a admis que le système de formation américain avait échoué. Mais voici ce qui est remarquable. L'étude n'a pas été publiée. Elle a été classifiée. Pourquoi ? Parce que les recommandations étaient trop radicales. L'étude recommandait une refonte complète de la doctrine américaine du combat aérien. Elle recommandait l'adoption de la Auftrags tactique. Elle recommandait de donner aux pilotes plus de liberté, moins de formation rigide, plus d'emphase sur l'initiative. L'US Army Air Corps a rejeté les recommandations. Trop allemand, trop risqué, trop contraire à la tradition militaire américaine. Il a fallu 35 ans avant qu'il ne l'adopte, mais en 1944, les Alliés ne savaient encore rien de tout ça. Ils savaient seulement qu'il y avait un pilote allemand qui semblait invaincu, et ils se demandaient « Y en a-t-il d'autres comme lui ?» Et la réponse était oui. Gerhard Barkhorn, Günther Rall, Walter Nowotny, Johannes Steinhoff, des dizaines de pilotes allemands avec plus de 100 victoires. Les Alliés n'avaient aucun pilote avec plus de 50. La question n'était pas « Pourquoi Hartmann est-il si bon ?» La question était « Pourquoi tant d'Allemands sont-ils si bons ?» Et maintenant, 80 ans plus tard, en 2025, le monde se pose de nouveau cette question. L'Allemagne se réarme. 650 milliards d'euros, la plus grande armée d'Europe. Rheinmetall construit des usines, la Bundeswehr recrute agressivement et l'OTAN se demande, en silence, si l'Allemagne reconstitue une grande armée, si elle retrouve ses ressources, si elle redéveloppe sa technologie, que va-t-il se passer? L'histoire a déjà donné la réponse. En 1944, elle a donné la réponse. Avec 352 victoires aériennes, une doctrine que le monde a fini par adopter. Un système qui produisait méthodiquement la supériorité. Mais il y a une partie de l'histoire que la plupart des gens ignorent. Ce qui s'est passé après la guerre, ce qu'Erich Hartmann a vécu en captivité soviétique. Pourquoi les soviétiques l'ont emprisonné pendant 10 ans et ce qu'il a fait quand il est finalement revenu en Allemagne en 1955? La réponse est stupéfiante. Et elle explique pourquoi l'OTAN enseigne aujourd'hui des tactiques allemandes. Pourquoi les pilotes américains s'entraînent selon les méthodes allemandes. Et pourquoi le réarmement de l'Allemagne en 2025 signifie beaucoup plus que ce que la plupart des gens comprennent. 1955. Erich Hartmann rentre en Allemagne. Après 10 ans de captivité soviétique, il a 33 ans. La République fédérale d'Allemagne vient de commencer à reconstruire une nouvelle force aérienne, la Bundesluftwaffe, et ils ont besoin d'instructeurs. L'OTAN avait un problème. Ils avaient besoin de la nouvelle Luftwaffe allemande. La guerre froide battait son plein. L'Union soviétique disposait d'une force aérienne massive. L'Allemagne de l'Ouest était en première ligne. Mais comment construire une force aérienne efficace, mais qui ne paraisse pas menaçante? La réponse, faire appel aux meilleurs. On a demandé à Hartmann d'aider à la construction de la nouvelle force aérienne. Il a accepté, et c'est là que ça devient fascinant. Les Américains ont fourni des conseillers. Ils devaient s'assurer que la nouvelle Luftwaffe allemande opérait selon les normes de l'OTAN. Les normes de l'OTAN signifiaient les normes américaines. Formation rigide, chaîne de commandement stricte, procédure standardisée, exactement le contraire de ce qui avait rendu l'ancienne Luftwaffe si efficace. Hartmann a refusé. Il a dit aux conseillers américains
Si nous volons selon vos méthodes, nous perdrons. Je sais comment gagner. Vous avez perdu. Pourquoi devrais-je adopter vos méthodes? Cela a conduit à des conflits sérieux. Il existe des documents déclassifiés de l'OTAN, datant de 1956 à 1958, qui témoignent des tensions entre Hartmann et les officiers de l'US Air Force. Un colonel américain a écrit en 1957 « Le Oberst Hartmann refuse obstinément d'adopter les procédures standards de l'OTAN. Il insiste sur le fait que les méthodes allemandes sont supérieures. Cela crée des tensions au sein de l'Alliance. Mais voici ce qui est remarquable. Hartmann a gagné le conflit. Pas par l'autorité, par les résultats. Il a formé des pilotes allemands, selon les anciennes méthodes de la Luftwaffe, initiative, flexibilité, Auftragstactique, et ces pilotes sont devenus les meilleurs de l'OTAN. En 1962, un exercice de combat aérien de l'OTAN a eu lieu. Nom de code, Bold Guard. Des pilotes allemands, formés par Hartmann, ont combattu des pilotes américains et britanniques. Les Allemands ont dominé. Le ratio de destruction était de près de 4 contre 1. Les commandants de l'OTAN étaient choqués. Un rapport interne de l'OTAN sur Bold Guard 1962, déclassifié en 1992, contenait une recommandation remarquable. Les tactiques de combat aérien allemandes démontrent une supériorité significative par rapport aux procédures standards actuelles de l'OTAN. Recommandons la révision et l'adoption possible des méthodes allemandes dans la doctrine de l'OTAN. 1962. 17 ans après la fin de la guerre, l'OTAN a officiellement reconnu que les méthodes allemandes étaient supérieures. Mais la mise en œuvre a pris encore 20 ans. Dans les années 1980, l'US Air Force a finalement commencé à adopter systématiquement les tactiques allemandes, le programme Red Flag, qui avait commencé en 1975, a été radicalement remanié en 1982. La nouvelle version mettait l'accent sur exactement ce que Hartmann avait enseigné. La conscience de la situation, plutôt que des procédures rigides, l'initiative, plutôt que l'obéissance, la mission, plutôt que l'ordre. Aujourd'hui, en 2025, chaque force aérienne de l'OTAN vole selon des principes qui proviennent directement de la Luftwaffe allemande de 1944. L'ironie est parfaite. Les Alliés ont combattu ces tactiques, puis ils les ont copiées. Maintenant, ils les enseignent, comme si c'était les leurs. Mais parlons de quelque chose d'encore plus important. L'impact psychologique, le record de Hartmann est plus qu'un simple chiffre. C'est un symbole de ce qui se passe quand un système produit systématiquement l'excellence. Et c'est là que nous revenons, à 2025, au réarmement de l'Allemagne, à 650 milliards d'euros. La question n'est pas de savoir si l'Allemagne aura une grande armée. La question est, quel type d'armée ce sera? Si l'Allemagne réapplique l'ancienne doctrine, si elle met de nouveau l'accent sur l'Auftragstactique, si elle recrée des systèmes qui privilégient de l'initiative à l'obéissance, alors cette armée sera exceptionnellement efficace. Pas parce que les Allemands sont génétiquement supérieurs, mais parce que le système produit la supériorité. L'OTAN le sait. Il y a une raison pour laquelle on demande à l'Allemagne de faire plus. En 2025, l'OTAN a besoin de l'Allemagne, pas seulement pour les chiffres, pour la qualité, pour la mémoire institutionnelle, d'un système qui fonctionne. Rheinmetall n'est pas seulement une entreprise d'armement, c'est le successeur de Krupp, de Henschel, des entreprises qui équipaient la Wehrmacht. La technologie est différente, mais la culture de l'ingénierie,
l'accent mis sur la précision et l'efficacité est resté la même. En août 2025, Rheinmetall a annoncé la construction d'une nouvelle usine en Allemagne pour des chars modernes, Léopard 2A8. Le Léopard 2 est déjà le char de combat occidental, le plus performant. Des ingénieurs allemands l'ont développé. La doctrine allemande optimise son utilisation. Et voici un détail fascinant. En 2024, des chars Léopard 2 ont combattu en Ukraine. Les résultats étaient mitigés. Certains ont été détruits, certains ont dominé. Les médias occidentaux ont débattu. Le Léopard 2 est-il bon ou mauvais? La réponse, cela dépend de qui le conduit. Les équipages de chars allemands s'entraînent différemment. Ils s'entraînent selon l'Auftragstaktik. Ils s'entraînent à prendre l'initiative, à lire les situations tactiques, à improviser. Les équipages ukrainiens, aussi courageux soient-ils, s'entraînent selon la doctrine soviétique. Ordre strict, peu d'initiative. Le même outil. Des résultats différents, parce que le système est plus important que l'outil. Hartmann pilotait un Messerschmitt Bf 109, pas un avion exceptionnel. De nombreux avions alliés étaient meilleurs, mais il a dominé parce que son système lui permettait de tirer le maximum de son outil. En 2025, l'Allemagne ne se contente pas de fabriquer des outils. Elle reconstruit un système qui a historiquement prouvé qu'il produit la supériorité, et cela inquiète beaucoup de gens. Les mêmes débats de 1944 reviennent en 2025. NPR demande « Devrions-nous nous inquiéter ?» Politico demande « Est-ce dangereux ?» Fortune pose la question « Qu'est-ce que cela signifie pour l'Europe ?» La réponse dépend de ce que l'Allemagne fera de ce système. En 1944, il a été utilisé pour la conquête, pour une guerre criminelle, pour une idéologie malsaine. Et il a perdu, parce que la quantité finit par l'emporter sur la qualité, surtout quand la qualité se bat pour la mauvaise cause. Mais 2025, c'est différent. L'Allemagne est une démocratie. Elle est intégrée à l'OTAN. Elle ne se bat pas contre l'Europe. Elle est l'Europe. La question n'est pas de savoir si l'efficacité militaire allemande est dangereuse. La question est, pour qui est-elle dangereuse? Si vous êtes la Russie, si vous planifiez une expansion autoritaire, alors une armée allemande forte et efficace est très dangereuse. Si vous êtes l'OTAN, si vous défendez la sécurité européenne, alors elle est essentielle. L'héritage d'Erich Hartmann est complexe. Il s'est battu pour un régime malfaisant, mais il s'est aussi battu avec une compétence exceptionnelle dans les limites de l'honneur militaire. Il n'a pas abattu de parachutistes, il n'a pas attaqué d'avions sanitaires. Il a respecté les règles du combat aérien, même lorsque d'autres les enfreignaient. Après la guerre, il a refusé de parler de politique. Il disait seulement « J'étais un soldat, j'ai fait mon devoir, je regrette la cause pour laquelle je me suis battu, mais je ne regrette pas la manière dont je me suis battu. » Cette distinction est importante. Le système qu'Hartmann a produit n'était pas malfaisant, il était efficace. L'idéologie pour laquelle il s'est battu était malfaisante, mais les tactiques, la doctrine, l'accent mis sur l'initiative et l'excellence étaient simplement bonnes. Et c'est pourquoi le monde entier les a adoptés. Aujourd'hui, les pilotes chinois s'entraînent selon des principes issus de la Luftwaffe allemande. Les pilotes indiens aussi. Les pilotes israéliens aussi. Le monde entier a reconnu que les Allemands avaient fait quelque chose de bien. Et ils l'ont copié. En 2025, l'Allemagne revient à ses racines. Pas idéologiquement, mais doctrinalement, elle reconstitue une armée qui met l'accent sur l'excellence, qui récompense l'initiative,
qui enseigne l'Auftragstaktik, et cela en fait l'un des alliés les plus précieux de l'OTAN. Mais il y a autre chose, quelque chose que la plupart des analyses négligent, la dimension psychologique. Le record d'Hartmann est un symbole, pas seulement pour les Allemands, pour tout le monde. C'est un symbole de ce qu'une personne bien entraînée, très motivée et systématiquement soutenue peut accomplir: 352 victoires aériennes. Un nombre absurde, paraissant impossible, et pourtant réel, documenté, vérifié par les ennemis. Cela montre que l'excellence individuelle compte, que l'entraînement compte, que les systèmes qui donnent du pouvoir aux individus au lieu de les contrôler produisent des résultats que les systèmes rigides ne peuvent pas atteindre. C'est la leçon qui dépasse l'histoire militaire, dans le commerce, dans la technologie, dans tout domaine compétitif. Les systèmes qui encouragent l'initiative l'emportent sur les systèmes qui exigent la conformité. Ce n'est pas seulement une vérité militaire, c'est une vérité universelle. Hartmann l'a prouvé dans le ciel au-dessus de la Russie. Les ingénieurs allemands le prouvent aujourd'hui dans les usines de toute l'Allemagne. Le système fonctionne. Non pas parce que les Allemands sont spéciaux, mais parce que le système est correctement structuré. Si l'Allemagne fait les choses correctement en 2025, si elle ravive ses forces historiques sans ses erreurs historiques, elle n'aura pas seulement une armée forte, elle aura un modèle que d'autres étudieront et copieront. Tout comme ils ont étudié les tactiques d'Hartmann, tout comme ils ont copié l'Auftragstaktik, tout comme ils admirent l'ingénierie allemande. La question n'est pas de savoir si l'Allemagne va redevenir militairement forte. La question est de savoir si le monde sera assez sage pour tirer des leçons des systèmes allemands sans répéter les erreurs allemandes. Ces histoires ne sont pas seulement du passé, ce sont des leçons pour aujourd'hui. Elles nous montrent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Elles nous montrent que les systèmes sont plus importants que les individus. Même si des individus exceptionnels font briller les systèmes, les 352 victoires d'Hartmann sont un monument, pas à la guerre, à l'excellence, à la compétence systématique, au principe selon lequel, si l'on forme correctement les gens, qu'on leur donne les bons outils et qu'on leur laisse ensuite la liberté d'accomplir leur mission, ils peuvent accomplir des choses extraordinaires. C'est la vraie leçon de 1944. Et c'est la vraie signification de 2025. Si vous croyez que ces vérités historiques sont importantes, si vous croyez que nous devons apprendre du passé pour façonner correctement l'avenir, alors soutenez cette chaîne. Utilisez la fonction Super Thanks. Ce type de recherche, cette profondeur d'analyse, n'est possible qu'avec votre soutien. Chaque contribution aide à maintenir ces histoires importantes en vie. L'histoire d'Hartmann ne se termine pas en 1945. Elle ne se termine même pas en 1993, lorsqu'il est décédé à l'âge de 71 ans. Elle ne se termine pas parce que les principes qu'il défendait, l'excellence professionnelle, l'entraînement systématique, l'importance de la doctrine, sont intemporels. En 2025, les Allemands reconstituent une armée, 650 milliards d'euros, la plus grande d'Europe. Et le monde se demande, qu'est-ce que cela signifie? La réponse est, cela signifie que l'Europe aura de nouveau une armée qui opère selon des principes qui se sont avérés être les plus efficaces de la guerre moderne. Cela signifie que l'OTAN sera renforcée par des membres qui privilégient la qualité à la quantité. Cela signifie que les leçons de 1944, aussi douloureuses soient-elles, n'ont pas été perdues. Hartmann a abattu 352 avions, mais son véritable héritage n'est pas le nombre, c'est la doctrine, c'est le système. C'est la preuve que, si l'on donne aux gens les moyens d'agir, ils peuvent accomplir des choses qui semblent impossibles. Et c'est une leçon qui est aussi pertinente en 2025 qu'elle l'était en 1944, peut-être même plus. Le monde change, la technologie évolue, mais la nature humaine reste constante,
et les systèmes qui maximisent l'initiative humaine au lieu de la réprimer gagneront toujours. C'est le véritable héritage d'Hartmann. C'est la véritable signification du réarmement de l'Allemagne en 2025. Et c'est pourquoi cette histoire est importante, pas comme une glorification de la guerre, mais comme une étude de l'excellence, comme une analyse de ce qui fonctionne, comme un rappel que les systèmes comptent, que la doctrine compte, que la façon dont nous entraînons et habilitons les gens détermine le succès ou l'échec. Hartmann a effectué sa dernière mission le 8 mai 1945. La guerre s'est terminée ce jour-là, mais les leçons de sa vie, de sa carrière, des systèmes qui l'ont façonné, elles continuent de vivre. Elles vivent dans chaque manuel d'entraînement de l'OTAN qui enseigne l'Auftragstaktik. Elles vivent dans chaque programme Red Flag qui privilégie l'initiative à l'obéissance. Ils existent dans toutes les armées du monde, celles qui ont compris qu'un contrôle rigide est inefficace et que des individus responsabilisés obtiennent des résultats. En 2025, l'Allemagne investit 650 milliards d'euros dans sa défense. Ce n'est pas simplement une somme d'argent. C'est un investissement dans un système dont l'histoire a validé l'efficacité exceptionnelle. Et la question pour nous tous est la suivante. Tirons-nous les bonnes leçons? Comprenons-nous que les 352 victoires d'Hartmann ne sont pas qu'une statistique impressionnante, mais la preuve d'un entraînement basé sur des principes, d'une clarté doctrinale et d'une excellence systématique? J'espère que la réponse est oui. Car si nous comprenons ces leçons, si nous les appliquons correctement, nous n'aurons pas seulement de meilleures armées, nous aurons de meilleures organisations, de meilleures entreprises, de meilleurs systèmes dans tous les domaines de l'activité humaine. Voilà le véritable héritage d'Erich Hartmann. Et c'est pourquoi son histoire est encore importante. 80 ans plus tard, qu'en pensez-vous? Le réarmement de l'Allemagne en 2025 est-il une source d'inquiétude ou de soulagement? L'histoire se répète-t-elle? Ou en tire-t-on des leçons? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Ces débats sont cruciaux et votre point de vue compte beaucoup. Vraiment.